Alors bonjour à tous. Donc l'idée, Philippe Chiron m'a demandé, c'est de parler des attentes des patients. C'est un sujet qui nous est cher dans le service parce que depuis quelques années maintenant, on est très porté sur ce qu'on appelle les PROMS, les Patient-Related Outcomes. C'est de savoir comment les patients vont. En fait, notre logique et notre réflexion, elle est très simple. Elle est que il n'y a pas un chirurgien et pas une présentation au monde en orthopédie, membre inférieur en tout cas, sur les prothèses de hanche et genoux, qui va vous dire, moi j'ai des très mauvais résultats, c'est la catastrophe, j'ai des survies de prothèses qui sont très mauvais. En fait, c'est lié au fait que techniquement, on est devenu meilleur et les implants ont des durées de survie aujourd'hui en prothèse de hanche et en prothèse de genou qui sont tous supérieurs à 95% au moins à 10, 20 ans. Et donc, c'est peut-être qu'on ne regarde pas la bonne chose pour savoir comment nos patients vont. La logique, elle est peut-être plus du tout de suivre nos implants, mais elle est peut-être plutôt de suivre nos patients. Et je pense effectivement, alors on est des grands promoteurs là-dessus, et effectivement on a changé toute notre manière, mais on n'est pas les seuls. Et on voit que dans l'orthopédie, on se focus de plus en plus sur le suivi de la santé, le suivi du bien-être, le suivi de la satisfaction. Parce que ce problème, en fait, c'est qu'on a créé des objectifs qui sont chiffrés, et objectifs, je vais dire, avec il faut avoir 90 réflexions à telle date. Et au final, peut-être qu'on s'en fiche complètement et que si un patient est très content avec une prothèse qui ne peut peut-être pas mise dans les règles de l'art, c'est peut-être parce que chez lui, cette optimisation dans cette chirurgie personnalisée est peut-être plus pertinente. Il y a un dernier élément, c'est que nos patients sont de plus en plus connectés. Donc, à une époque où il était difficile d'aller chercher ces informations, parce que moi, je vous parle d'un monde idéal où on va chercher les informations, comment ils vont les patients. Mais si vous voulez savoir comment vont les patients, vu le nombre de patients qu'on opère chaque année et chiffre qui va encore augmenter, et bien ça, c'est impossible avec comment dire, du temps humain, on va dire. Donc, il faut passer à quelque chose de supra-humain, sans hiérarchie, mais qui est peut-être la machine. Et le patient connecté va nous permettre d'implémenter des bases de données de façon beaucoup plus importante. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. Il y a complètement une modification de ce suivi, avec même des journaux qui sont dédiés à la qualité, au suivi, à l'expérience patient. Et ça se développe énormément. C'est pas que américain, là, ces journaux sont américains, mais c'est vraiment dans l'intégralité du monde. Les pays scandinaves sont très en avance dessus, où ils allaient chercher des prompts déjà depuis au moins une quinzaine d'années pour savoir comment les patients vont. Mais toujours avec une patte humaine, c'est-à-dire qu'il fallait appeler les patients, il fallait suivre. Peut-être qu'on peut évoluer vers des choses un peu plus automatisées. Si on regarde au final ce que les patients veulent, et en fait on se rend compte que c'est très inadéquation avec ce que les patients obtiennent. Et souvent on va se réfléchir à des problèmes qui ne sont pas au final des problèmes de patients. C'est typiquement facile à comprendre. Si vous demandez à un patient est-ce qu'il est content que sa cupule de hanche soit inversée à 20 degrés, en fait il s'en fout. Ce n'est pas du tout son problème. Et son problème, justement, c'est d'avoir des recommandations personnalisées, c'est de savoir si elle peut aller balader son chien avec une prothèse de hanche et non pas savoir si elle a un score de Harris à 90 ou 100%. Et donc, je pense qu'il faut changer complètement de paradigme pour aller vraiment demander aux patients ce dont ils ont besoin. Et ça demande une évaluation préopératoire pour avoir des résultats post-opératoires adéquats. Et alors, la réponse, elle est simplement dans cette relation. Si vous voulez savoir comment votre patient va, demandez-leur. Alors, les attentes patients, elles sont très variables. Parce qu'en fait, entre Andy Murray, qui lui a des attentes de gagner des tournois du Grand Chelem, Floyd Landis qui veut gagner le Tour de France, et un patient lambda de 95 ans ou 90 ans qui va juste pour avoir comme objectif d'aller se balader. Mais attention, il ne faut pas non plus trop anticiper. Il y a des patients de 90 ans qui vont très bien. Moi, la patiente la plus âgée d'une prothèse de hanche, je l'ai opérée, elle avait 100 ans exactement. Et elle m'a dit, il faut que j'aille très bien parce que dans 15 jours, je déménage. Un petit brin de femme qui va très bien. Et en fait, vous ne pouvez pas savoir qui vous avez en face tant que vous ne leur demandez pas. Il ne faut pas présumer en fait des capacités de vos patients. Et donc, ce que j'appelle le pré-op profiling, c'est-à-dire de voir vraiment à qui vous avez affaire d'une façon générale, en qualité de vie, avec des scores qui sont multiples, parce qu'un seul score n'est pas adapté.
demander juste le par cœur à quelqu'un de 90 ans, ça veut dire que vous considérez d'emblée qu'il ne va pas faire de sport, qu'il ne va pas avoir une activité riche sur le plan fonctionnel. Et c'est une erreur, c'est pour ça que le niveau de sport, la qualité du sport, l'intensité de ces activités est capitale. Et il faut que vous vous mettiez en capacité de le comprendre aussi. C'est-à-dire, comme je vous disais, ne pas présumer de votre patient, mais également ouvrir son esprit et lire beaucoup les publications récentes qui sont en train de montrer que toutes ces petites activités de la vie quotidienne et ces marqueurs de faible intensité qu'on ne considère pas forcément. Je pense rapidement à des choses comme le statut marital. On a longtemps considéré, enfin on ne l'a jamais considéré. Or, il y a des papiers qui montrent, et on est en train de le démontrer, que les patients qui sont stables émotionnellement, alors sans aller dans des détails particuliers, mais en fait vont avoir de meilleurs résultats cliniques. Les patients qui ont un niveau intellectuel particulier vont avoir un meilleur résultat clinique. Certains métiers ont des physionomies et des manières d'apprendre le soin qui sont très différentes. Alors, sans faire de clichés, on arrive tous en consultation et quand on voit un patient en arrêt de travail ou une institutrice, souvent les classes, je ne vais pas rentrer dans ces clichés, mais souvent on a une attente particulière de ce patient et on va le juger. Et c'est sûrement quelque chose qui n'est pas complètement aberrant, mais qui n'est sûrement pas adapté à tous les patients. Alors, si on regarde ce qui se passe sur le plan des attentes à proprement parler, on se rend compte qu'en fait, c'est très différent avec plein de phénomènes qui sont clairement présentés dans le patient. L'âge et le sexe, qui sont des choses qui sont non modifiables, enfin, ou peu modifiables. Il faut se méfier de ce genre de choses actuellement. Tout est modifiable, mais on va dire que c'est des choses qui sont quand même relativement ancrées, surtout chez les patients qu'on opère, qui ont un certain âge. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une très grande variabilité entre les sexes. Notamment, on sait que les attentes des hommes par rapport aux activités fonctionnelles intenses vont être supérieures chez les hommes. L'activité comme la danse, aller voyager, également supérieure chez les femmes. Par contre, conduire va être supérieur chez les femmes. On a comme ça une physionomie de nos patients qui va être différente entre le genre et le sexe. D'autres éléments, l'activité sexuelle. Je me rends compte qu'on en parle peu. Alors nous, on l'a inclus depuis quelques années maintenant dans nos écoles patients et on se rend compte que c'est souvent un sujet qui est sous-abordé. Je me méfie de ce résultat dans cette publication nord-américaine qui montre que les femmes sont moins intéressées par ces résultats-là. Attention aussi au tabou des patients. Il faut peut-être aborder certains sujets comme cela, quitte, avec des mots qui sont adaptés, mais quitte à que ce soit pas forcément adapté aux patients, parce que souvent, il y a des choses qui sont tabous et qui ne sont pas abordées, comme l'activité sexuelle et le bien-être psychologique. On se rend compte surtout qu'il y a une combinaison de tous les facteurs, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les patients, en fait, il y a plusieurs facteurs différents qui vont s'intriquer. Et on sait que les patients, plus ils sont éduqués, plus ils vont avoir des attentes personnelles particulières, mais surtout, et ça c'est fascinant, c'est que plus les attentes sont élevées, plus en fait les résultats seront meilleurs. Et on sait que tous ces éléments-là, ils sont beaucoup plus importants dans les prothèses de hanche que dans les prothèses de genoux. Il y a certainement des biais, c'est notamment le fait que dans les prothèses de hanche, les résultats sont cliniquement supérieurs aux prothèses de genoux. Mais il faut le considérer parce que justement, quand on arrive, c'était mon introduction, à des résultats qui sont très satisfaisants après une prothèse, eh bien, peut-être que les éléments finaux qui va faire évoluer votre patient entre je vais bien et je vais super bien, c'est certainement des facteurs qui seront d'un autre ordre que l'HKA ou le varus valgus de la prothèse ou l'antéversion. C'est des choses beaucoup plus, fines. Il y a d'autres publications qui sont intéressées également à tous ces facteurs. En tout cas, on se rend compte que la questionnaire des patients en préopératoire, et vous voyez ici, dans cette publication, je voulais montrer qu'il y avait énormément de questions qui pouvaient être posées. On a les scores habituels, effectivement, sur la douleur, sur les douleurs de jour, de nuit. Elles évoluent également au cours du temps et qu'il y a une différence entre les patients sont améliorés et les patients ont, ce qu'il y a sur la droite du tableau, sont améliorés, mais surtout, ça va rencontrer vos expectations, c'est-à-dire vos attentes. C'est-à-dire que le patient s'attend à quelque chose qui évolue en fonction de ce que vous voulez expliquer en consultation aussi, ça, il ne faut pas l'oublier. Et en fonction de ce que vous allez lui dire,
on sait que parfois, il peut rencontrer ses attentes ou même les dépasser. C'est la colonne exceeded, c'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus loin que ce que vous aviez raconté. Et donc ça, on voit qu'on est complètement dans la subjectivité, dans l'émotion que vous allez mettre à la consultation et dans la considération aussi que vous allez mettre dans chacun de ces éléments. Des exemples très simples, j'ai parlé d'activité sexuelle, mais plus intéressant, la conduite. On se rend compte que si vous dites rien à des patients, ils vont beaucoup lire et ils vont lire des choses qui vont être très, très différentes. Et si vous allez, un patient qui ne sait pas comment se guider, il va avoir tendance à justement ne pas prendre de risques et rester dans des clous. Si vous avez une activité ou un discours qui est très avenant envers le patient, il va avoir tendance à vous écouter beaucoup plus, puisque lui, il s'attend à aller bien. Et si vous mettez trop de je m'en foutisme, on dit oh, la conduite, c'est quand vous voulez, et bien là, il faut se méfier, parce qu'il y a des patients qui vont prendre plus de risques à ce moment-là que ce que vous avez autorisé, avec éventuellement des risques. Alors, les risques lesquels c'est pas dit dans cette publication, je crois que j'en reparle un petit peu plus tard, c'est de dire, s'ils prennent des risques, est-ce que c'est grave? Parce qu'on peut se dire, oui, mais il peut se luxer s'il conduit. Mais est-ce que c'est vrai ça? Ou est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné, qu'on nous a répété des centaines de fois? Parce qu'au final, si on regarde certaines études qui sont plus récentes, cette étude, je crois que je l'ai pas, ça avait été montré à la Soft Code, je crois que c'est Christophe Fulet qui avait fait un papier là-dessus, qui montrait que, en fait, si vous dites à un patient qu'il a des risques de se luxer, qu'il y a des positions dangereuses, il ne va pas moins se luxer qu'un patient à qui vous donnez 0 recommandation. Pas une, 0. Par contre, on sait que les patients à qui vous faites peur et à qui vous allez dire « attention, vous pouvez vous luxer », ils vont avoir une évolution clinique qui va être beaucoup moins facilitée et beaucoup moins rapide. Alors, qu'est-ce que les patients font vraiment après l'activité, après comme activité? Il faut quand même être très optimiste. Là, c'est pour les prothèses de hanche. On sait que 100% des patients qui font du sport avant font du sport après. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et on a une activité qui va beaucoup plus varier avec les activités à forte intensité, le footing, les activités en forte torsion comme le golf, le tennis, vont diminuer au profit, par contre, d'activités plus douces, on va dire, entre guillemets, comme la danse, la natation, le vélo. Sur l'activité sexuelle, j'en parlais, il y a énormément de… plusieurs papiers qui ont été sortis là-dessus. On avait publié aussi dans le service là-dessus. Et on se rend compte qu'en fait, cette activité, elle est très, très dépendante de ce que vous allez considérer et de ce que vous allez, conseiller aux patients. En fait, on se rend compte que le retour à cette activité sexuelle, bien entendu, elle est liée à l'activité sexuelle préopératoire et elle va beaucoup varier entre les groupes d'âge et entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment poser la question en amont, en aval, après la chirurgie, et pour ne pas freiner en fait ces activités. Certains papiers recommandent effectivement pendant toute la phase de cicatrisation initiale. Moi, je recommande 3 semaines. Certains plus. Certains plus vont avoir la nécessité de recommander de faire tous les gestes plutôt en écartement, plutôt dans les positions non luxantes. Moi, c'est pas pour le risque de luxation que je fais ça, c'est vraiment pour éviter de tirer sur les cicatrices. Donc des positions qui vont pas être stressantes sur la flexion rotation interne. Pour ma part, qui fait des rotations, des voies mini postérieures. Je montre toujours cette diapo aux patients, avec en concluant en disant la seule limite après 1 mois et demi, ça reste votre imagination. C'est un sujet qui ne doit pas être négligé parce que dans toutes les littératures sur le sujet, les patients verbalisent le fait qu'on n'y prête pas assez attention. Alors du coup, pour réussir ça et évaluer, on a mis en place, nous, une routine systématique de collecte de données avec une évaluation progressive et constante au cours du temps. Chaque patient est différent et surtout chaque rythme est différent. Et là, je vous ai parlé donc des attentes, de la douleur nocturne, diurne, de l'évolution du sport, la reprise de la conduite. Mais il faut bien comprendre que en fait, chaque jour, les choses changent et parfois très étonnamment et rapidement. Si vous voyez un patient à J0 après une prothèse de hanche, ils vont tous bien. D'ailleurs, il y a une activité, une mode, je vais dire, qui est de faire tout en ambulatoire. Moi, je suis pas contre. Le problème, c'est que le rebond douloureux, il est après. Et si vous voyez un patient à J1, il va toujours moins bien qu'à J0 pour une prothèse de hanche. Ça ne veut pas dire que ce patient, il s'est aggravé. Et c'est pour ça qu'en collectant plein de données différentes sur la douleur, sur le mouvement, sur l'humeur, sur des choses multiples et variées, on va pouvoir
établir en fait un profil de patient et donc le surveiller et se mettre en place des alertes. Donc moi, j'ai ce système que vous voyez en haut à gauche qui est très utile, où je compare les éléments principaux sur monter des escaliers, douleurs précoces, lever, vélo, etc. Tous ces éléments-là que je compare ce patient à ma patientèle habituelle et à l'intégralité de la base de données pour voir si justement j'ai ces éléments qui sont positifs ou non. D'autres éléments que souvent on a tendance à oublier en tant que chirurgien, c'est les nausées-vomissements. On sait que ça a un impact majeur sur le ressenti patient. Et souvent, on dit, oui, c'est un problème d'anesthésiste. Pas du tout, c'est un problème de chirurgien parce que ça dépend de la manière dont vous allez gérer cette douleur, notamment par des topiques locaux. On sait que c'est largement amélioré, ce genre de choses, par la limitation d'utilisation des opioïdes. Nous, on a tendance à les bannir de façon systématique et de la manière dont vous allez interagir avec le patient. Je reviens hier d'aller voir notre ami Vanditoli à Montréal qui ne pose plus la question de l'échelle visuelle analogique, ou l'échelle numérique en tout cas. Ils ne posent plus la question de savoir entre 0 et 10 combien avez-vous. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte sur des données empiriques, il n'y a pas vraiment de données, mais on sait qu'il y a des études psychologiques qui travaillent là-dessus. Si vous suggérez à un patient, si vous avez mal, demandez-moi des médicaments, vous allez induire une réponse qui est « oui, j'ai mal, j'ai besoin de médicaments ». Or, on sait que si on introduit des paliers 2, à partir des médicaments comme le tramadol ou la morphine, on va induire des nausées-vomissements qui vont empêcher la levée, qui vont augmenter les hypotensions orthostatiques et donc qui vont ralentir votre progression post-opératoire. Alors, à quoi ça sert Or, à l'échelle individuelle, on en a un petit peu parlé, mais d'une manière très large. Eh bien, ça peut servir, la collecte de ces données, à modifier complètement nos prises en charge. Moi, je revois mes patients à 1 mois et demi. Mes collègues de genoux revoient leurs patients à 3 mois, post-opératoire. Basé sur quoi? Sur rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des habitudes et on sait que c'est très différent d'un patient à l'autre. On opère les patients quand? C'est là-dessus que ça, je m'étais intéressé sur les diagrammes que vous avez ici, enfin les orientations que vous avez ici. On s'est rendu compte que les patients, ils n'ont pas tous la même douleur, ils ne sont pas tous optimisés en préopératoire. Si on s'intéresse à l'évolution de la douleur, on sait que les patients qui avaient le moins mal avant, c'est les patients qui vont aller le mieux après. Alors, ça paraît évident, sauf qu'en fait, c'est significativement significatif parce qu'on sait que les patients qui sont au-dessus de 4 DVA, d'échelle numérique, ils vont aller beaucoup plus mal que les autres. L'objectif, c'est d'emmener tous ces patients à entre 0 et 3 de douleur en préopératoire. Et peut-être qu'il faut évoluer d'un concept de « je vais vous opérer quand j'ai de la place » à un concept mouvant. Alors, je vois tous me tomber dessus, mais comment on fait en pratique? Eh bien, c'est des modèles à trouver. Un système mouvant de calendrier qui ferait que tant que le patient n'est pas optimisé en termes de douleur, eh bien, peut-être qu'il ne faut pas l'opérer. Il y a beaucoup d'autres éléments sur les grandes cohortes qui sont les déterminants sociaux. Ça, c'est des études qui sont très américaines. Pourquoi? Parce qu'elles étudient des choses que nous, on n'a pas l'habitude de regarder, des données sociales, des données économiques, des données ethniques. Et on se rend compte qu'effectivement, les patients qui sont plus jeunes, les patients qui ont les femmes, les patients qui ont des niveaux socio-économiques plus bas et certaines ethnie, on va dire, origine ethnique, comme on disait aux États-Unis, en fait, vont avoir influencé de façon très significative leur score clinique post-opératoire. Si on étudie d'autres éléments comme la dépression, mais on rejoint le même concept au final qui est la préparation psychologique, c'est-à-dire que autant je parlais de douleur à l'instant, mais effectivement un patient qui va pas bien, il va pas bien aller que pour la douleur. Il a aussi un impact psychologique qui va être très important. Et on sait que la dépression préopératoire va typiquement influencer les résultats post-opératoires, mais plus intéressant dans ce papier, on sait que les patients juste après la prothèse, c'est-à-dire à 6 semaines, là, comme c'est fait dans cette étude, vont influencer directement les résultats à 1 an. Et c'est intéressant de voir qu'une prise en charge psychologique pourrait être intéressante chez certains patients qui vont témoigner des diminutions de l'humeur précoces après la chirurgie. Alors, à un niveau très, très individuel, je vous ai parlé du contrôle de la douleur, mais surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Eh bien, peut-être qu'on va pouvoir impacter là-dessus. Parce que déjà, si on ne s'intéresse pas à ces questions-là, il n'y a aucune raison que je pense que mes patients vont mal. Puisque de toute façon, je les reverrai à 1 mois et demi et je l'ai dit moi-même, je l'entends encore et je pense que c'est complètement aberrant, je les revois qu'à 3 mois
parce que de toute façon, à 3 mois, ils vont tous bien. Et à mon avis, on n'est plus dans le soin, on est juste dans le résultat fonctionnel et qui n'a pas grand intérêt. C'est-à-dire que si on était beaucoup plus précoce dans cette évaluation, peut-être qu'on pourra avoir des actions en fait, qui vont impacter. Et quitte à, petit à petit, profiler certains types de patients et évaluer que les patients qui sont à risque d'aller mal. Parce qu'on a des signaux faibles qui sont, alors pour nous la douleur, ça paraît évident, mais peut-être pas que la douleur, peut-être la combinaison entre certains risques d'âge, de sexe, de poids, de profil psychologique et de douleur, effectivement. Ça a un intérêt aussi légal sur le long terme parce que il faut pas se voiler la face. On est en train de mettre en place des registres nationaux, le registre national de chirurgie orthopédique et traumatologique sous l'impulsion de Stéphane Boigard. Ça va être une révolution, une tornade pour nous parce qu'en fait, on aura des données en vie réelle des patients et si on ne s'intéresse pas, on sera responsable du fait de ne pas s'y intéresser. Donc, il faut vraiment prendre ça comme quelque chose d'extraordinaire, mais certainement pas sans ne pas s'y intéresser parce que ça risque d'impacter notre vie à nous chirurgiens. Et à mon avis, moi, je ne le ferai pas, je n'irai pas tous les jours aller voir mes patients, je le fais pas alors que j'ai toutes ces données. Il faut mettre en place des systèmes de vigie, des systèmes qui peuvent être s'automatiser d'ailleurs, justement pour aller voir comment les patients vont et comment ils doivent évoluer. Enfin, c'est juste un management de risque. Comme je vous ai dit, on va pouvoir profiler des patients et peut-être que certains patients, il va falloir ne pas les opérer ou les optimiser avant de les opérer. Alors, vous allez me dire, mais ça se fait déjà. Oui, mais aujourd'hui, on va juste savoir si le patient il est diabétique, gros, femme, homme. Au final, c'est très faible. C'est-à-dire que c'est un niveau de science qui n'est pas satisfaisant parce qu'on a des patients qui sont très costauds et solides et qui ont une qualité de vie incroyable et il y a des patients qui sont gros et mous. Et le problème, c'est que ces patients, ils n'ont pas du tout le même risque. Donc, peut-être qu'il faut les profiler un petit peu plus pour évaluer ça. De façon intéressante, quand je vous parlais à l'échelle individuelle, on peut savoir peut-être fixer des éléments de surveillance qui vont changer notre pratique. Je vous disais en post-opératoire qu'il n'est peut-être pas pertinent de les voir 1 mois et demi, mois ou un genou à 3 mois. Mais c'est peut-être beaucoup plus tôt que les choses se jouent. Si vous regardez ces graphiques, prothèse de hanche à gauche, prothèse de genou au milieu et croisée antérieure à droite, appliquée sur des bases de données de très fortes, très volumineuses, on s'intéresse au fait qu'en fait, il se passe quelque chose, il y a des points d'inflexion entre les patients qui vont aller normalement et les patients qui conservent des cannes. Ça va se jouer aux alentours de la 3e semaine pour la hanche, de la 3e semaine au genou et de la 2e semaine au niveau du croisé. Donc, forcément, si on va à 90 jours, tout le monde va à peu près bien, mais peut-être que si on était capable d'influencer au moment clé qui serait la 3e semaine, dans ces graphiques, je vous rappelle que, bien entendu, il n'y avait pas d'intervention. C'était juste une constatation rétrospective sur cette évaluation. On pourrait certainement donc faire évoluer les choses. Et allons plus loin. Peut-être qu'en fait, ce qu'on utilise aujourd'hui comme score n'a plus de pertinence. Vous connaissez tous que ces scores, ils ont des effets plafonds, ils ont des effets seuil. Et ces effets plafonds et effets seuil, c'est classiquement toutes les publications aujourd'hui publient encore avec des scores de Harris sur la hanche. Je ne sais pas la pertinence. À partir du moment où 100% des études publient des résultats à 10 ans avec des scores de Harris au-dessus de 92, je ne vois pas trop la pertinence d'aller faire de la modification là-dessus. Plus intéressant, et depuis une dizaine d'années, on voit vraiment que c'est les changements et les modifications de scores cliniques, c'est peut-être plus pertinent parce qu'on sait que si un patient va moins bien, il y aura peut-être un gain qui sera très important alors que son score final sera peut-être moins élevé. En tout cas, c'est sur le follow-up, sur le suivi de longue distance. Et peut-être que maintenant, il faut s'intéresser à d'autres scores. Je vais vous parler d'un concept très particulier qui s'appelle les SCAMP. Vous l'avez en haut à gauche. Ces SCAMP, donc c'est Standardized Clinical Assessment and Management Plans. Donc, ça, c'est une invention des médecins cardiovasculaires, cardiaques, pédiatriques. C'était au Mass General je vais y arriver, pas Cambridge, à Boston. Dans Massachusetts, Boston, je vais y arriver, voilà. Et en fait, ils se sont dit, et si on incluait des choses qu'on n'a pas l'habitude d'évaluer? Et ils ont, comme je vous ai dit, le statut marital, est-ce qu'il a un niveau socio-économique particulier, est-ce qu'il aime balader son chien, en fait, moi, très honnêtement, il faut être très humble, je ne sais absolument pas de quoi doit être fait ces scores. Et peut-être qu'en incluant des nouveaux
des nouveaux éléments, c'est le concept d'escampe. J'introduis dans le suivi quelque chose, je le suis longitudinalement sur des cohortes de données très importantes et je vois si c'est pertinent ou pas. Non pas pour étudier le centre de la courbe de Gauss, parce qu'en fait, on s'en fiche des patients qui vont bien, ils vont bien. Et donc, en fait, ce n'est pas eux qui vont m'expliquer pourquoi ceux qui ne vont pas bien vont pas bien. Si par contre, je vais étudier ce qu'on appelle les outliers, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà de deux dérivations standards, c'est eux qui vont faire l'extrême de la courbe de Gauss, en plus ou en moins. Peut-être que je vais pouvoir déterminer des signaux faibles qui vont pouvoir, au final, si je les modifie, rapprocher tout le monde du centre de la courbe de Gauss pour une meilleure amélioration. Un autre élément, c'est l'évaluation de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est bien beau d'expliquer aux patients qui ne vont pas bien parce qu'ils n'ont pas marché, mais peut-être que nous, on a été mauvais. Et peut-être que moi, j'ai été mauvais à la consultation, mais peut-être que mon organisation est mauvaise. Il vous est tous arrivé d'aller voir des chirurgiens, on vous a dit que c'est des gars incroyables, et vous allez les voir, et en fait, au bloc, il ne s'est rien passé. Parce qu'en fait, peut-être que ce n'est pas au bloc que les choses se passent. Parce que peut-être que c'est la manière dont on parle au patient, la manière dont il est reçu, la manière dont il mange. Moi, j'ai vu un truc extraordinaire chez Vanditoli, j'en parlais tout à l'heure hier, et on m'a dit, et Vanditoli me dit, je vais te présenter le gars le plus important de mon hôpital. Alors maintenant, il travaille dans une structure très petite, et en fait, je vois qu'il y a un patient, une espèce de gros colosse, un black hyper solide, qui suit les patients et qui suit la patiente de sa chambre jusqu'au moment où on lui fait l'arraché-anesthésie. Et quand on lui fait l'arraché-anesthésie, il se met devant la patiente pour lui tenir le dos et il lui fait des petits massages et des petits glis sur le dos. Et je trouvais ça rigolo, du coup j'en ai parlé, elle me dit, mais en fait tu ne te rends pas compte, quand on fait nos évaluations post-opératoires sur les patients et qu'ils ont des questions ouvertes et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, c'est ça qui les a le plus marqués. Parce qu'en fait, ça agit directement sur le rendu d'anxiété. Le patient a quelqu'un à qui parler de façon et crée une vraie relation de confiance. Parce qu'en fait, tout le monde passe, les infirmiers, elles passent, même le chirurgien, il passe, il s'en va, il sort. Mais lui, c'était vraiment le continuum qui venait envelopper la patiente et qui venait vraiment lui faire avoir confiance. Donc, ces choses-là, c'est évalué de façon globale dans des Net Promoter Scores, qui sont des scores de marketing que nous, on utilise maintenant de façon systématique, qui posent la question simple de est-ce que vous conseillerez la même prise en charge à quelqu'un que de votre entourage? Et la question, c'est pas est-ce que le chirurgien est bon, c'est pas est-ce que votre prothèse va bien, c'est est-ce que globalement, l'expérience en fait de soins est bonne. Et ce mot d'expérience, c'est pas un gros mot, c'est peut-être qu'on doit aller au-delà un petit peu de l'orthopédie et de nos œillères de cliniciens. Et donc derrière, eh bien, en fait, peut-être que le follow-up, il doit changer parce qu'il doit être évalué et on doit savoir que cette évaluation, elle doit être complètement multifactorielle parce que vous allez intervenir dans la patiente en 30 minutes, mais en fait, c'est derrière et en amont que ça va changer. Une petite expérience qu'on partage, nous, on a mis en place, en fait, ce qu'on appelle le Augmented Care. C'est, ça c'est pour les publications, en pratique, ça porte pas de nom, c'est juste que le fait qu'on ait inclus les patients dans ces routines de collection de data. Et pour faciliter ces inclusions de data, on s'est dit, on va mettre en place la livraison directement des outils qui peuvent être des attelles, des cannes, directement à la maison. Alors, ça paraît anecdotique, sauf que, si vous regardez ici, à droite en bas, déjà en haut, pardon, excusez-moi, j'augmente avec les outils, avec la livraison, j'augmente mon taux de participation à mes outils de collecte de données, mais mieux encore, à 1 an, j'augmente en fait les scores cliniques. C'est-à-dire que j'augmente la satisfaction du patient et j'augmente les scores cliniques qui sont des PROMS. L'explication qu'on trouve, c'est qu'en fait, on a créé en fait un environnement de satisfaction et de confiance qui va faire que les patients vont aller mieux, même au bout d'1 an. Alors que je vous rappelle, les attelles et les cannes, elles ont été livrées en préopératoire. Mais ça, en fait, mentalise le patient dans cette bulle qui va être que le patient va aller mieux. Et alors enfin, il faut pas on a toujours dit que l'orthopédie, on ne sauve pas des vies, en fait c'est faux. Et c'est peut-être que l'évaluation de ces patients et de la compréhension de leurs attentes, elle doit aussi aller au-delà. On a créé, nous, le label CUS sous l'impulsion de Pierre Mansat. On a suivi des patients en dehors de nos murs par l'équipement de ces outils chez les kinés et on a posé des questions comme « Est-ce que vous fumez ?» Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait,
on augmentait la qualité de vie de leurs patients même en dehors, on les faisait retourner dans des centres commerciaux, dans la consommation, et même mieux, on leur faisait arrêter de fumer. Donc effectivement, on améliore des vies et peut-être on sauve des vies, et ça, on ne peut le savoir que si on le suit. Ça, je vous en ai déjà parlé. Le retour, la diapo a dû sauter parce qu'elle n'était pas du tout là. L'impact de l'éducation sur les scores et de la conduite, on s'en fiche. En tout cas, tout ça, ça a été créé parce que on a travaillé main dans la main avec les gars d'Hortense et on est en train de travailler sur des courbes de suivi. C'est-à-dire que je pense que tous les éléments que je vous ai donnés, ils sont dynamiques. C'est-à-dire qu'un patient, on va être capable aujourd'hui avec des algorithmes un petit peu haute fréquence, avec des grandes bases de données, d'aller essayer de trouver des points de convergence entre plein de patients qui ne sont pas juste poids, taille, sexe, quand je vous dis qui sont très limités, mais peut-être d'aller chercher, y compris dans les attentes patients préopératoires, je fais du sport, je veux en refaire, etc., d'aller trouver des points de contingence et de similarité entre différents patients, quitte à créer ce qu'on appelle des jumeaux numériques pour aller créer en fait le patient et son évolution. Et typiquement, pouvoir prédire à un patient, à partir du moment où vous en êtes là à tel délai de suivi, vous allez avoir les biens, pas bien. Et moi, je vais avoir un impact à ce moment-là pour essayer d'infléchir cette courbe de suivi pour aller le faire mieux évoluer. Tac, pourquoi j'ai fait ça? Là, désolé, parce que ça s'est inclus. Là, j'ai mis la conclusion. Ça, c'était, je voulais le sauter. Tac. Tac. Je voulais juste celle-là. En tout cas, il est très, très clair que, et ça, c'est un gros papier que je voulais vous montrer pour résumer un petit peu cette présentation, c'est que les attentes influencent les proms. Et il ne faut pas sous-estimer en fait ces attentes en fait des patients en préopératoire parce qu'elles ont une évolution et un impact complètement direct et très important, et ça on l'a fait sur des revues prospectives, sur des grandes cohortes. Si vous demandez pas à un patient d'avoir des attentes élevées, vous n'aurez pas des résultats élevés. Et je pense que tout est dans la manière dont on approche le patient, les approches neurocognitives et dans lesquelles vous allez impliquer le maximum de soignants avec des discours que vous aurez choisis. Parce que ça, il faut s'en méfier. Il faut avoir des plannings avec le patient, des prévisions avec le patient de comment ça va évoluer. La vidéo, là, elle est d'un patient à moi, qui est médecin généraliste et qui disait avant qu'on se rencontre au patient de faire attention après une prothèse de hanche. Ben lui, il a repris le judo. On lui a expliqué en fait ce qu'il pouvait faire, pas faire. Et en fait, on se rend compte que la limite, ben, c'est juste l'esprit et que si on combine en fait tous ces facteurs différents, on est capable d'avoir, avec des meilleures attentes, une meilleure contrôle de tous les facteurs post-opératoires. Alors, je parle de la douleur, mais ça peut être de la totalité en fait des scores et des attentes patients. Il faut comprendre aussi que ça va nous permettre de mieux nous évaluer et donc d'améliorer les outliers, parce que si je commence à évaluer tout le monde, alors c'est pas de la pub pour le registre national, mais si jamais on peut trouver les gens qui sont en difficulté, c'est pas pour leur faire arrêter la chirurgie, c'est peut-être pour améliorer certains points. Et celui qui n'arrête pas d'essayer de changer de prothèse pour améliorer ses patients, peut-être qu'il faut qu'il garde la même prothèse, mais qu'il change la manière dont il parle au patient. Enfin, faut pas se voiler la face, on est devant quelque chose d'incroyablement grand. Et en fait, c'est la suite qui va nous dire. C'est-à-dire qu'on va chercher de nouvelles modes d'évaluation. Peut-être qu'il faudra suivre les patients différemment, qu'il faudra s'adapter. En tout cas, on est passé d'une chirurgie one fit all à une chirurgie personnalisée au bloc opératoire. Et je pense qu'on est encore plus dans quelque chose d'encore plus important, qui est la chirurgie personnalisée, au bloc peut-être, mais surtout autour, en pré et en post-opératoire. Je vous remercie. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Je vous invite tous, avant de vous poser vos questions, entre le 8 et le 10 juin, à notre Practical Course Orthopédics, où on va beaucoup parler de ça au final. Vous allez voir que je vous ai parlé de Venditoli, mais il y en a plein d'autres, des chirurgiens qu'on va aller visiter un petit peu dans le monde. Et on va voir qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire et pourquoi eux, ils en sont là. On va parler d'attente patient, on va parler de brain préparation à la chirurgie de la part du chirurgien. Enfin, on va parler de tout ça et peut-être que l'expertise et l'échange d'expérience est peut-être plus important que
comment on met une prothèse, parce qu'aujourd'hui, on a quand même résolu une grande partie de ces questions-là. Oui, merci beaucoup, Nicolas. Donc, vous avez compris, c'est une façon très moderne et actuelle, finalement, d'évaluation de nos patients. D'évaluation qui commence même avant l'opération et qui se poursuit presque en temps réel dans les suites de l'opération, avec donc finalement des datas particulièrement intéressants, que ce soit pour l'évaluation des patients, mais également pour nos études scientifiques, puisque c'est du prospectif comme ça doit l'être. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, et c'est ce qu'a dit un peu Nicolas en fin de topo, c'est que ça permet de créer des réseaux également avec les structures paramédicales, et notamment les kinés pour nous, et d'avoir en temps réel la possibilité de répondre aux questions des kinés, voir l'évolution de nos patients, pouvoir interférer ou pas en fonction de cette évolution. Et c'est vraiment, on optimise la prise en charge de nos patients, on personnalise cette prise en charge. Et puis même, on peut se comparer finalement aux data nationaux, voire internationaux, pour savoir si on est dans le vrai ou dans le faux. Enfin, en tout cas, si on n'optimise pas assez notre prise en charge. Mais ça demande quand même un investissement personnel, Nicolas, parce qu'en effet, bon, il faut rentrer les datas, le patient après rentre les datas. Est-ce que tous les patients rentrent les datas? Bon, d'après ton expérience, tu m'avais dit que le taux d'exhaustivité était assez élevé. En fait, c'est la mise en place d'une routine. C'est-à-dire que Oui, c'est pas moi. En fait, moi, comme je dis, c'est un peu moi. À partir du moment où, alors moi, c'est pour mon secrétariat, mais d'autres sont différents. D'autres, ça peut être par des industriels. Là, on est en train de réfléchir avec les gens qui suivent nos patients à domicile, qui vont aller les stimuler directement. Donc, chacun sa routine. Moi, en fait, en pratique. Parce que là, si on parle d'attente patient, mais là, vous parlez du suivi digital. Moi, en fait, je vois le patient en consultation, ma secrétaire le voit juste après, inscrit le patient dans le protocole qui est dédié à sa chirurgie, et moi, c'est fini. En fait, je m'en occupe plus du tout, parce qu'en fait, les protocoles sont déjà déterminés. Ça sera d'ailleurs le cas sur Enact, là, sur le registre, où en fait, les patients iront dans des protocoles et des routines déjà existantes. Donc après, chacun sa routine. Il y a des routines qui existent déjà, des choses qui marchent, genre qui marchent à des endroits qui ne marchent pas à d'autres. En tout cas, par rapport au suivi longitudinal et donc à l'évaluation des attentes, je pense, et là où je rejoins, c'est que c'est surtout les gens qui vont voir le patient tous les jours, et donc les infirmiers, les kinés, enfin ce réseau de soins en fait qu'on ne connaît pas en général, qui est le plus à même de questionner et d'évaluer ça. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Alors d'abord, je peux vous dire que sur la conférence d'introduction, aucun problème. J'ai mis le son sur la radio. On vous entend. Et ne pourrait pas aider notamment parce que. On ne t'entend pas, Philippe. Ah, vous allez m'arrêter. Je repose ma question tout à l'heure. Là, on n'entend plus, ouais. Et sur le plan national… D'autres questions? Oui, sur le plan national, donc tu disais que Stéphane Boisgard poussait pour inclure cette évaluation. Comment ça va se passer en fait? Alors, c'est pour l'instant, enfin, c'est lancé à la Société de la hanche et du genou. Il a lancé 800 collecteurs. Il y a des biais, moi j'utilise ça depuis 2 ans, donc forcément c'est facile. Maintenant, l'idée c'est justement d'aller sur… Parce que la base va être similaire en fait, même si c'est pas la même chose, la base va être… Le feeling c'est le même, donc c'est plus facile. Et en fait, du coup, sur 8 des plus gros centres hanches et genoux de France, on va commencer à inclure, et de façon
coercitive, parce qu'en fait, il faut quand même rappeler le contexte, hein. C'est-à-dire que là, on a mis en place le réseau. Enfin, moi, je suis pas dans le registre, hein, mais en tout cas, Stéphane Bogar a mis en place le registre. Il faut se rendre compte que la loi a dit, la DGOS a dit, s'il existe un registre pour ce que vous faites en France, vous êtes obligé, sous peine de ne plus pouvoir opérer, de le remplir. Stéphane Bogar nous raconterait à la SFHG que l'ARS Île-de-France a appris qu'il y avait un chirurgien qui faisait de l'obésité, un seul, qui a créé sa base de données à lui. Il a dit à tous les gens d'Île-de-France qui font du bariatrique, étant donné qu'il y a un registre qui existe, vous êtes tous obligés de rentrer vos patients d'ici 2024, sinon interdiction en l'établissement d'opérer. Donc, en fait, ça risque d'être rapidement coercitif. Donc, en fait, il faudra le faire. Maintenant, nous, notre exige, enfin, comment dire, ce qu'on exigera de nous, ça sera simplement de rentrer ce qu'on peut rentrer. Si le patient ne répond pas, il ne répond pas. Mais au moins, nous, on devra rentrer les implants pour faire du suivi longitudinal de registre typique. L'avantage par rapport au registre de toute la Terre entière, c'est que nous, on aura des données, en fait, enfin, la Softcode aura des données de vie réelle, ce qu'aucun des registres n'a pour l'instant. Je crois que la SOFEC va pas trop tarder, non? Il est déjà venu vous le présenter peut-être. Oui, la SOFEC aussi va être inclus dans ce registre. L'objectif, c'est qu'il y ait tout le monde, de toute façon. Avant que ce registre nous soit imposé, il fallait mieux le créer, quoi. Philippe? Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Très bien. Mieux. Alors, moi, j'ai une question concernant le rôle que pourrait avoir un psychiatre. Alors, il pourrait peut-être vous aider à trouver ces malades à risque avant. Les malades, tu as dit déprimés, qu'un malade déprimé, qu'on opérait, il était encore plus déprimé après, ça c'est absolument vrai. Et il pourrait aussi aider à faire les items. Il pourrait nous aider à poser des questions qui ne viennent pas à l'esprit, mais qui l'aideraient à trouver les malades dépressifs avant l'opération. Ça fait réfléchir ça, parce que trouver un psychiatre qui voit nos malades, on n'en trouvera pas. Et un qui nous donne des idées, oui. C'est très intéressant. Il y a Bozic, qui est UCLA, je crois. Ils font une évaluation systématique par un psychologue de tous les patients. Et ils font des traitements, en fait, médicamenteux ou autres, ou psychothérapeutiques, en tout cas, pour les patients qui sont à risque de dépression post-opératoire. Systématique. Alors, c'est un peu révolutionnaire. Ça demande une organisation. Je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas comment on ferait, en fait, parce que déjà qu'on n'arrive pas à gérer le diabète et les patients gériatriques, je ne sais pas comment on introduirait ça, mais en tout cas, ça fait partie de l'évaluation qu'il faut mettre en place. Nicolas, tu as presque répondu un peu à la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres spécialités hors de la chirurgie orthopédique qui sont dans la même démarche? Oui, la chirurgie du colorectal. En fait, cette dynamique, en fait, elle me vient du fait qu'il y a un appel à projet il y a 3-4 ans maintenant, par le gouvernement, le ministère de la Santé qui dit on va essayer de modifier les parcours de soins. Parce qu'en fait, tout ça, hein, c'est bien beau, hein, mais en fait, le seul objectif de l'État, bien sûr, c'est que nos patients aillent bien, j'en doute pas, mais quand même, c'est surtout de forfaitiser nos épisodes de soins. C'est-à-dire que si nos patients vont bien, ça coûte moins cher à l'État. Et donc, pour savoir s'ils sont moins bien, et c'est pour ça que moi j'ai été invité en fait à participer à cet épisode de soins, on nous a demandé de participer en disant ce que vous faites, ça a l'air pas mal. Si en plus ça peut nous permettre de prédire comment vont les patients, on vous le paye. C'est comme ça qu'en fait on est rentré un petit peu dans l'aventure. Et les deux spécialités, c'est orthopédie hanché-genou et chirurgie du côlon. Tout le monde s'y intéresse, mais les gens qui l'ont mis en place, effectivement, il y en a peu. Après, il y a des parcours de soins qui n'en sont pas vraiment, où effectivement, Ramsey adore dire, nous, on fait des trucs incroyables, on a fait de l'ambulatoire. Mais attention, c'est pas le même concept. C'est pas parce qu'on fait de l'ambulatoire qu'on s'intéresse aux attentes du patient. C'est pas parce qu'on fait de l'ambulatoire qu'on va aller faire mieux des patients. Et moi, je dis souvent, j'ai rien contre l'ambulatoire, mais ça ne m'a jamais été demandé par un seul patient. Jamais. Donc, je pense que c'est un problème qui est purement économique. Et pourquoi pas, je ne suis pas contre l'ambulatoire, mais ce n'est pas une attente des patients. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, une question. D'autres questions? Oui. D'abord, Nicolas, félicitations. Bonjour. Félicitations Bonsoir. pour ton topo. Tu m'entends? Très bien. Oui. Bien. Est-ce que tu ne penses pas effectivement qu'il y a une approche culturelle vis-à-vis de tous ces patients?
avec des pays qui peuvent être beaucoup plus exigeants, par exemple pour la reprise du sport. On avait travaillé ça un peu pour les prothèses de genoux. Ils sont encore plus exigeants, tu sais, aux États-Unis et le plus en Australie que chez nous. Mais allez pas si loin. à titre Allez pas si individuel, loin. à titre individuel, on a encore la mémoire du film de la patiente de Philippe Chiron qui était très mécontente pour ne pas pouvoir mettre le pied derrière la nuque à sa consultation post-opératoire. Comment veux-tu traiter ce genre de problématique alors que le résultat est optimal et que la patiente n'est pas satisfaite? Et bien donc, c'est que le résultat n'est pas optimal. C'est-à-dire que vous pouvez trouver que tout va bien. Si ça va pas bien, ça va pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on a tiré sur les mauvaises, c'est toutes les attentes patients. C'est-à-dire qu'au final, si elle n'est pas contente, c'est qu'on a tiré sur les mauvaises ficelles. Et c'est peut-être d'ailleurs qu'il fallait pas l'opérer. On a combien, peut-être qu'il y a des patients qu'il faut savoir faire une psychothérapie, comme disait Philippe Chiron tout à l'heure, ou psychiatrie. Mais vous parlez des États-Unis, comme je vous disais, n'allez pas si loin. Si vous prenez des patients dans des pays, on parle avec Stéphane Boigard, moi il me dit mes patients vont tous bien, ils sont très contents, ils râlent jamais. Mais c'est ça le but, c'est-à-dire si je leur mets une prothèse d'épaule au niveau de la hanche et qu'ils sont contents, mais j'ai gagné. Et c'est pour ça que je veux qu'on sorte un petit peu de cette obsession de la radio, par exemple, qui pour moi est une aberration. Et quand on parle de chirurgie personnalité, on va très très loin, alors qu'au final, on ne pose pas les bonnes questions aux patients. Donc pour répondre à la question, un patient qui va mal alors que la radio est bonne, mais c'est peut-être qu'on ne s'est pas intéressé. Alors peut-être à des choses somatiques, hein, ça peut être des tendons, ça peut être la kinésithérapie, ça peut être de la psychothérapie, ça peut être multifactoriel. Il y a plein de choses en fait. Donc, comment l'appréhender par contre? Très honnêtement, je pense qu'on manque de données aujourd'hui, mais je pense que nous, chirurgiens, si on a des patients comme ça, c'est à nous de nous remettre en question. Parce qu'on a tous dit, oui, mais elle est folle. Non. Si elle l'est, ça veut dire que je n'aurais pas dû l'opérer. Et clairement, moi, je pense qu'on tire sur les mauvais leviers et qu'on a mal analysé les choses en amont. Je pense que la composante dépressive, on étudie ça un peu en ce moment, enfin avec Cédric, c'est pratiquement un tiers de mauvais résultats a posteriori. C'est-à-dire que si tu ne fais pas l'approche, ça peut être simple, il ne faut surtout pas qu'un psychiatre intervienne, mais on a quand même des systèmes pour dépister le côté dépressif. Eh bien, la corrélation, alors tu as le niveau anxieux, etc. Mais si tu as fait la corrélation avec la dépression vraie, tu as un tiers des résultats qui ne sont pas bons. Alors que le chirurgien, le radiologue, comme tu dis, tout le monde est content, si tu veux. Mais sur le plan technique, mais le patient, et c'est une vraie problématique, hein, et qui semble même peut-être devenir de plus en plus importante maintenant, puisque les patients s'attendent à avoir un résultat pratiquement normal, quoi, une articulation qui devient strictement normale. Donc je dirais même pire, l'attente est énorme. Ouais, alors je dirais même pire parce qu'en fait, ça s'aggrave parce qu'il y a aussi plus de communication. C'est-à-dire que quand on communique sur les réseaux sociaux en disant tous mes patients ils volent, ils prennent pas de canne, etc. Le problème c'est que la pression psychologique mise sur les autres est énorme en fait. Et c'est un réseau social comme un autre. C'est parce que c'est LinkedIn et qu'on est en blouse blanche qu'au final on se crée pas des fausses attentes. Et combien j'ai des patients qui me disent ouais, j'ai vu machin, il marchait, l'ambulatoire ça a l'air génial. Ouais, ok, d'accord. Mais comment vont les patients vraiment? C'est pour ça que les registres sont intéressants et c'est pas de l'anecdotique. C'est-à-dire que s'ils font de l'ambulatoire et que ça marche, très bien. S'ils font pas d'ambulatoire et que ça marche quand même, mais peut-être que c'est pareil. Et ces patients-là, le problème c'est qu'ils vont voir des vidéos des gens qui vont très bien, mais c'est comme aller voir celui qui vit à Dubaï et qui a une vie incroyable en fait. Oui. Et je pense que ces informations, mais on ne peut pas trop le contrôler. Donc c'est à nous d'avoir des données grandes pour pouvoir expliquer en détail. Merci beaucoup pour ce topo. Merci à tous. Pas d'autres questions?